Alors on compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime les autres, elle aime rire, elle aime partager, elle aime les couleurs, cuisiner, découvrir ce qu'elle ne connaît pas encore. Elle aime la nature, l'harmonie et la beauté. Elle aime les saisons et elle aime ses proches infiniment. Bonjour Marion. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te rencontrer dans le cadre de ce podcast de SEM Love Care. Tu viens d'écrire un nouveau livre, édité chez Erol, Créer un climat relationnel sécurisant au travail. Et là, on peut se demander, mais qu'est-ce que un titre pareil et un sujet pareil vient faire dans le podcast de SEM Love Care? Vous le savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la qualité de nos relations humaines, nos relations d'amour. Et toi, tu vas aussi appliquer toute cette philosophie de la relation au monde du travail. Et je voulais profiter de la sortie de ton livre pour que tu nous en dises davantage sur comment faire le lien entre nos relations en général et nos relations au travail. On va un peu explorer ça ensemble pendant ce podcast. Mais peut-être avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, Marion ? Alors, écoute, au niveau du parcours professionnel, en fait, moi je suis juriste de formation. J'ai travaillé dans le monde associatif puis en entreprise pendant toute la première partie de ma carrière, jusqu'à être responsable de service, avoir une équipe de plus de 30 personnes. Et puis parallèlement, j'ai eu une vie où j'ai vécu un divorce, et puis j'ai eu la chance de rencontrer aussi mon mari actuel. J'ai eu la chance de rencontrer mes deux maris, de toute façon. Mais avec mon mari actuel, on s'est mis en chemin. On s'est dit que comme on avait connu un divorce chacun, si on recommençait quelque chose ensemble, on avait envie de mettre du soin pour éviter au maximum de reproduire, même si rien n'est parfait pour autant, mais de reproduire certaines choses. Donc on a vraiment pris le temps de travailler sur nous et sur notre couple, et on a participé à plusieurs formations pour couple. Et lors d'une de ces formations, on a découvert, donc en couple, la méthode Imago, qui est une méthode qui est à l'origine pour les couples. Et nous, on a vraiment eu dans notre vie un avant, un après. Donc on est allé faire un stage ensemble. Et de là, je me suis dit, mais je veux faire ma vie autour de ça. Alors la méthode Imago, si vous suivez les podcasts de SEM Love Care, vous avez déjà entendu parler de cette méthode avec Claude Parisot, mais aussi avec Florentine Dolois-Wang, qui nous en parle beaucoup. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer toi, ce qui t'a interpellé ou ce qui t'a attiré dans cette méthode Imago? Alors, dans un premier temps, c'était pas du tout quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et moi, en fait, c'est ça qui m'importe dans la vie, c'est de partir de ce que j'expérimente, de ce que je vis, et après, je mets l'intellect. Et ce que j'ai vécu, c'est de voir mon mari dans son monde, dans son histoire, plutôt que de voir ce qui était blessé en moi quand quelque chose n'allait pas entre nous. Et de comprendre que ce qu'il faisait, ce qu'il disait n'était pas orienté contre moi, mais simplement le résultat de son histoire et de ses blessures. Et ça a été, pour nous, je peux me permettre de parler aussi à sa place là-dessus, parce que je sais qu'il le dit, ça a été pour nous une révélation. C'est-à-dire que ce qui me blesse chez toi c'est pas toi le problème, c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui fait que d'abord tu réagis comme ça, et qu'est-ce qui fait que pour moi c'est blessant. Et c'est ce pont, en fait, entre le monde de l'autre et mon monde à moi, qui pour moi, ça a été une révélation dans ma vie de couple, mais dans ma vie tout court. Et donc, tu as expérimenté cela. Et après le stage, tu as décidé de te former. Comment ça s'est passé ? Et après le stage, donc je savais que je voulais me former à ça. La seule chose que je connaissais, c'était les thérapeutes Imago. Puisqu'en Imago, on a des thérapeutes et on a des facilitateurs. C'est pas la même chose. J'ai voulu me former à la thérapie. J'étais toujours dans le monde de l'entreprise à ce moment-là. Et on m'a dit que je pouvais pas me former à la thérapie puisque j'avais pas fait de psychopatho. Enfin, moi, j'étais juriste de formation. Et on m'a orientée vers la formation de facilitateur, qui au départ a été un peu
une déception pour moi. Et je suis allée me former à Genève, parce que la seule formation francophone à l'époque, en tout cas en Europe, c'était à Genève. J'ai été formée par Antoinette Liechti-Macaron. Et ça a été une année de formation, mais ça a été une année de travail sur moi incroyable, d'apaisement intérieur. Et il se trouve que parallèlement, je suis arrivée à un point de ma vie professionnelle où j'ai fait un burn-out. Et ce qui m'a vraiment... Je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais transformer ma carrière professionnelle, mais ça a précipité les choses. Et donc, j'ai fait le choix, une fois que j'ai été formée à la facilitation, de quitter l'entreprise et d'en faire mon métier à part entière de la facilitation relationnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est être facilitateur par rapport à être thérapeute ? Ouais. La différence, ce serait quoi ? Ouais. La différence, c'est que quand il y a un traumatisme ou une blessure, bien sûr qu'elle peut aussi ressortir, mais elle ressort de toute façon quand il y a des tensions dans une relation, c'est qu'il y a quelque chose qui est blessé. Hein. Moi, je vais aller accompagner, ou les facilitateurs vont aller accompagner sur tout le niveau cognitif. Qu'est-ce qui se passe quand je vis ces choses-là ? Qu'est-ce qui réagit en moi ? Qu'est-ce qui se bloque ? Quel est le costume de survie, on dit, qui n'est pas vraiment moi. Souvent, on se dit, j'ai une réaction, mais c'est pas moi. Voilà. Donc, on va travailler sur toutes ces choses-là, mettre de la clarté sur ce qui se vit pour nous et sur ce qui se vit pour l'autre. La différence avec les thérapeutes, c'est que s'il y a quelque chose de l'ordre d'un traumatisme qui demande du soin, qui demande d'aller être guéri, qui demande du coup des compétences que je n'ai pas et que nous n'avons pas en tant que facilitateurs, à ce moment-là, ça c'est quelque chose qui relève du domaine des thérapeutes. Et moi, il m'arrive souvent, dans ces cas-là, d'orienter les personnes, et je trouve que c'est notre première responsabilité, parce que face à nous, on est des êtres humains et qu'on ne joue pas avec l'humain, donc vers quelqu'un qui a les compétences pour ça. Mais c'est vraiment très intéressant que tu expliques ce métier-là qui n'est pas encore vraiment très connu et peut-être que ça va susciter des vocations aussi de devenir facilitateur quand vous n'avez pas au départ un bagage dans le monde de la psychologie, etc. ou de thérapeute. Ouais. Et si je peux vraiment, c'est pas un métier au rabais, je peux pas être thérapeute, donc je suis facilitateur. Juste pour la petite anecdote, il se trouve que je suis la première en France à vivre uniquement de ça. Alors je ne sais pas si on m'a pas bien expliqué ou si j'ai pas voulu comprendre quand j'ai fait cette formation. Moi, j'étais partie pour en faire mon métier et on m'a dit, en fait, c'est la facilitation, c'est souvent une corde de plus à notre arc. On a des avocats qui se forment à la facilitation, on a dans le domaine du soin aussi, voilà. Et moi, j'ai fait le pari d'en faire mon métier à plein temps. Et du coup, je suis la première Méliana qui se forme maintenant aussi, donc c'est super. Bravo. Et ça me fait penser quand même au métier de médiateur, dont on a déjà parlé un tout petit peu dans ce podcast. Ce serait quoi la différence entre un médiateur et un facilitateur ? Alors, je ne connais pas suffisamment la médiation, je risque peut-être de dire des bêtises. Ce que je pense sur la différence, en tout cas, c'est que le médiateur, il va vraiment être le lien entre les personnes, mais j'ai le sentiment qu'il ne met pas forcément les personnes en lien directement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous, en tant que facilitateurs, en fait, on a un peu un côté où on est à l'extérieur, et ce qui est important pour nous, c'est de vraiment recréer le lien, puisque toute la théorie Imago est basée sur le soin qu'on porte à la relation, ce qu'on appelle l'espace relationnel entre les personnes. Donc on ne va pas se crisper sur une difficulté ou un conflit, on va vraiment rétablir la qualité du lien entre les personnes. Et le facilitateur, c'est ça son travail. Mais j'adore ce métier, c'est trop beau. Ah oui. Tu fais un super métier. Je suis ravie de rencontrer la première en France qui fait à temps plein ce métier-là. Ouais. Et je suis sûre que ça va susciter des vocations parce que c'est un très beau métier et certainement important. Alors, on va refaire le lien. Donc, tu dis que tu vis un divorce, tu reconstruis une relation d'amour avec un homme que tu rencontres, avec qui tu te dis on va quand même un peu se former ensemble pour essayer de vivre notre amour. Tu fais ces stages Imago, tu as une révélation. Et alors, comment est-ce que tu te dis que tous ces outils que tu apprends, et même la facilitation, tu vas le mettre au service de l'entreprise ? Qu'est-ce qui se passe là dans ce passage ? Alors, déjà, j'ai plusieurs casquettes, puisque j'ai un cabinet aussi où je reçois des personnes privées. Hein. D'accord. Mais donc, je te rappelle qu'à ce moment-là, moi, je suis dans le monde de l'entreprise. Je suis manager, j'ai 32 personnes dans mon service et j'ai des difficultés avec ma direction. Et après, je suis devenue aussi chargée de mission. Et je découvre ces outils qui me changent la vie, qui changent la vie de couple. Et je me dis, mais il y en a tellement besoin aussi au cœur du monde du travail. On dit entreprise, mais c'est aussi vrai. Moi, j'interviens dans des associations, j'interviens avec des artisans, j'interviens dans des start-up, des grosses entreprises, des petites entreprises.
on est en relation partout. Et la question, c'est celle des relations et c'est celle qui est au centre de tout. Et je me disais, mais il y a tellement besoin de ça, là, dans ce monde du travail qui est en changement profond de paradigme en ce moment, et énormément aussi avec tout ce qui s'est passé par la pandémie, où on change complètement la vision du travail, et qui est un monde qui est en souffrance, et qui est un monde qui est en perte de sens. Et je me dis, mais ces outils-là, ils répondent justement à toutes ces questions-là. Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours interpellée, c'est que on passe énormément de temps au travail, et souvent bien plus que dans notre vie familiale et conjugale, en termes de quantité de temps partagé. On a plus de projets souvent avec ses collègues qu'avec son partenaire de vie, son conjoint. Et donc, tu as bien raison de se dire comment est-ce qu'on va faire pour que ces relations se passent bien. Parce que finalement, statistiquement parlant, c'est quand même là qu'on va consacrer la majeure partie de notre temps. Oui, tout à fait. Et juste avant de répondre à cette question qui est très importante, le dénominateur commun entre la vie de couple, entre les relations au travail, c'est soi, c'est nous. Et la première relation, c'est la relation à soi. Donc cet outil, il est valable partout, dans toutes les relations. Et on est des êtres de relation. On est en relation du matin au soir, du début à la fin de notre vie. Donc c'est applicable un peu partout, vraiment. Mais en quoi les relations qu'on peut vivre au travail peuvent nous toucher personnellement et impacter quelque chose de l'ordre plus, on va dire, de l'intime de notre vécu? Ouais. Ben parce que c'est ce que tu dis, on passe énormément de temps au travail. Les jeunes générations investissent complètement aussi la question du travail différemment. Mais c'est très impactant. Enfin, moi, pour avoir fait un burn-out, j'ai eu la chance de ne pas aller jusqu'à la dépression, mais il y a des gens, ça peut aller jusqu'à toucher l'élan vital. C'est-à-dire que là où je suis en relation, que ce soit dans mon couple, dans mon travail, c'est ma vie qui est en jeu quelque part, c'est mon élan de vie. Donc c'est... Bien sûr que dans le monde du travail, si je vais travailler le matin, que j'ai la boule au ventre, que j'ai pas de reconnaissance, ou que je me sens jugée, ou que je me sens pas entendue, ou que je me sens dans une injustice, je me sens exploitée, mais je suis touchée dans mon élan de vie profondément. Donc ça a un impact jusque-là, quoi. C'est très interpellant pour moi qui ne viens pas de cet univers du monde de l'entreprise de constater à quel point les personnes sont nombreuses à frôler le burn-out ou carrément vivre un burn-out. Même à ce micro ici de Love Care, j'ai l'impression que c'est quasi un dénominateur commun presque de toutes les personnes qui sont intervenues. Comment ça se fait, ça ? Parce que moi, je trouve ça assez interpellant que cet univers du travail peut conduire à une telle dépréciation de soi au final et casser cette énergie. Comment c'est possible ? Alors, moi, j'ai identifié plusieurs clés, il y en a certainement d'autres. Je pense, ce qui me vient là, il y en a deux qui me viennent tout de suite. C'est la question de la reconnaissance. Ça, c'est la première. Est-ce que je me sens reconnue ? Est-ce que je me sens... Parce que si je me sens reconnue, je me sens exister. Si je me sens pas reconnue, je me sens inutile, je me sens... et puis, ce sentiment aussi peut être d'injustice. Et là, ça vient retoucher des blessures aussi de notre enfance. Oui, parce que je t'interromps tout de suite. Est-ce que c'est vraiment le rôle de notre boss de nous apporter, de répondre à ce besoin de reconnaissance ? Je veux dire, c'est un truc que tu dois régler avec ton père, avec ta mère, avec ton conjoint. Mais qu'est-ce que nos collègues viennent faire là-dedans ? Mais c'est hyper important. Moi, il m'arrive d'aller voir, parce que quand j'interviens en entreprise, je fais d'abord toujours, bien sûr, des premiers rendez-vous avec les personnes qui me mandatent, et puis la hiérarchie. Et il m'arrive d'entendre assez fréquemment, alors cette personne, ça pose problème, cette personne-là, ça va pas. Bon, elle, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais il n'y a rien à dire. Mais ça remonte, alors après, moi, il ne faut pas mettre sur ce sujet-là, mais ça remonte aussi à notre système éducatif. On dit que quand ça va pas, on dit que quand c'est faux. Mais on a besoin d'être nourri aussi qu'on nous dise que ça va. Et au travail, la deuxième clé dont je voulais te parler, c'est la question du sens, qui est éminemment importante, et encore plus depuis justement le Covid. Et si on ne dit jamais que ça va, ça ne nourrit pas non plus la question du sens que je suis là et j'apporte aussi quelque chose. Donc la question de la reconnaissance, elle est fondamentale au travail, et au travail ou dans le couple ou dans toutes nos relations. Parce que si j'ai de la reconnaissance, j'ai une qualité, j'apporte quelque chose. Et donc, ça me motive à rester dans la relation. Marion, je suis obligée de te le dire, parce que moi, je le vois tous les jours en consultation en tant que thérapeute de couple et sexologue, c'est que quand je ressens de la reconnaissance de la part de mon collègue, bien plus que je n'en ressens de la part de mon mari, je vais tomber amoureuse de mon collègue, parce que je me dis que je suis beaucoup plus vivante et heureuse à ses côtés qu'avec mon mari qui, lui, me délaisse ou ne me regarde pas. Donc finalement, si je veux répondre à ce besoin de reconnaissance et que
il se passe au travail, est-ce que ça ne vient pas déstabiliser considérablement nos relations d'amour dans notre sphère plus privée ? Moi, je le vois tous les jours dans mon cabinet, c'est-à-dire que j'ai quasi que des histoires d'infidélité ou presque, et c'est toujours avec un collègue, ou une collègue. C'est rarement avec l'ami au coin de la rue. Donc, tu vois, moi, ça m'interpelle un peu ça. Est-ce que c'est normal de chercher cette reconnaissance au travail ? Est-ce que ça ne doit pas se faire dans la sphère privée ? Enfin, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça un petit peu compliqué, cette affaire. Ouais. Je pense que ce n'est pas une question que ce soit normal ou pas, c'est que c'est vital, le besoin de reconnaissance, et il s'exprime là où on est. Bien sûr, ça peut être un piège, j'entends très bien ce que tu dis là. Dans ces cas-là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la question, c'est qu'est-ce qui fait que je ne vais pas essayer de retrouver cette reconnaissance avec mon mari ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire toujours, la première chose, c'est mettre de la clarté en soi. Et c'est là c'est là que l'outil Imago, c'est un des endroits où c'est très puissant et c'est magnifique. Et puis, qu'est-ce qui fait que je manque de reconnaissance de la part de mon mari en ce moment ? De quoi j'aurais besoin ? Est-ce que j'aurais besoin de rétablir ça au niveau de mon mari ? Est-ce que j'en manque parce que je le cherche plus et que c'est plus ce qu'il me faut aujourd'hui ? Et à ce moment-là, mon besoin, ce serait d'être au clair là-dessus, et pourquoi pas ? Et puis, c'est toujours cette question de clarté et de quel est mon besoin aujourd'hui ? Si j'ai de la reconnaissance de la part de mon collègue, de mon supérieur, et que je vois que ça se transforme en autre chose, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi et en plein et en creux ? Qu'est-ce que ça vient nourrir de quelque chose qui est déjà là, que j'aime et qui me fait du bien ? Et qu'est-ce que ça vient combler de ce qui n'existe plus ? Et est-ce qu'il y a moyen de le combler autrement ? Enfin, c'est toute cette question de mettre la conscience sur ce que je vis, pourquoi je le vis, de quoi j'ai envie de vivre. Et puis après, tout un travail aussi d'arriver, parce que je trouve qu'on est dans un moment qui n'est pas facile du tout à ce niveau-là, à faire la part des choses entre le personnel et le professionnel. Moi j'interviens beaucoup avec mes clients entre le factuel et l'émotionnel, et que parfois on est dans un espèce de truc où on mélange tout et on est perdu, et on peut aller dans des choses... Après, on est des adultes libres et conscients. Je veux dire, si ce qu'on veut, c'est vivre une relation avec notre collègue, j'ai pas à juger ça, mais de vivre les choses en conscience, c'est ça la question. Ouais, c'est très intéressant ce que tu nous partages là, vivre les choses en conscience, mais la clarté, y compris dans le domaine du travail, parce que parfois on peut commencer à le faire dans sa vie personnelle. Quand même, le développement personnel a quand même révolutionné un petit peu notre façon de vivre pour beaucoup d'entre nous. On commence à mettre un peu de la conscience dans notre vie de femme ou d'homme au quotidien avec nos proches. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu nous invites à aller encore plus loin et d'avoir cette clarté dans nos relations au travail. Donc ça, c'est une chose importante. Mais tu parles de cette confusion entre la sphère privée et professionnelle. On le voit aussi avec évidemment l'arrivée des smartphones, où on a en permanence ces emails ou ces messages à toute heure du jour et de la nuit. Donc il n'y a plus vraiment de frontières. Ça peut aussi venir le week-end. Donc on est combien à vivre avec des conjoints qui sont toujours avec leur portable et toujours en train de travailler. Enfin, je fais partie de ces conjoints-là qui suis toujours en train de travailler et il n'y a pas jamais de pause. Donc là aussi... et peut-être que ça joue aussi peut-être dans l'histoire de burn-out, non ? Le fait qu'il n'y ait pas de limite. Ah oui, bien sûr. Il y a même des lois pour la déconnexion. Il y a le droit à la déconnexion. C'est même l'obligation maintenant. Mais bien sûr qu'il y a ça qui joue beaucoup. Il y a aussi toute la question du télétravail qui est aussi beaucoup intervenue depuis la pandémie. Ça, s'il n'y a pas quelque chose qui... On est au cœur de chez soi dans la sphère privée en train de faire notre travail. Donc ça rajoute énormément de confusion aussi à cet endroit-là. Et c'est vrai que c'est très important d'arriver à, là encore, mettre le maximum de clarté. Et c'est pas facile. Et je suis la première à essayer vraiment de poser ce téléphone et cet ordinateur de temps en temps. C'est pas facile. Ouais. Et en plus de tout ce que tu partages là, alors c'est peut-être très parisien, mais tout cet univers de start-up, de jeunes entreprises où on travaille, on est collègues, mais on est aussi copains. On va boire des verres ensemble, on part au sport d'hiver ensemble, on se met des week-ends d'entreprise, etc. Il y a vraiment une sorte de mélange entre tu es à la fois mon collègue et à la fois mon meilleur ami. Là aussi, c'est difficile d'avoir des relations qui soient ajustées dès lors que on est un peu tout les uns pour les autres, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Mais c'est vrai, c'est très vrai. Et la génération qui arrive, moi j'ai des filles qui rentrent dans le monde du travail aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans cette entreprise ? Beaucoup plus que... la question du salaire, bien sûr, reste une question importante, mais c'est plus forcément la seule porte d'entrée. Et c'est une vraie question, d'où l'importance de cette clarté. Qu'est-ce que je suis en train de vivre là ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi ? On peut aussi se dire et de toute façon, il y a beaucoup de choses qui se créent, nouvelles, dans la façon de travailler, d'envisager le travail et tout. Mais c'est toujours cette clarté.
Ce qui amène la difficulté, pour moi, c'est la confusion. C'est le manque de clarté. Alors, comment on fait pour sortir de cette confusion ? Ou peut-être, est-ce que d'abord, attends, tu peux donner un exemple de quelle serait cette confusion ? C'est exactement ce que tu dis. Je travaille avec des collègues avec qui je vais prendre un pot après, avec qui on va aller s'entraîner pour courir le marathon de Paris parce que c'est super cohésion pour l'entreprise. Voilà, effectivement, c'est très poreux, les frontières entre le personnel et le professionnel. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais avoir conscience de... c'est plus difficile d'aller se positionner vraiment dans le professionnel quand il y a toutes ces frontières poreuses-là. Je vais plus avoir de difficultés à dire non à mon boss ou à me concentrer sur quelque chose comme ça si je sais qu'on va aller courir le marathon ensemble. Je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas le faire, mais c'est vraiment mettre de la clarté sur quelle est ma posture professionnelle et quelle est ma posture quand j'arrive plus sur des relations personnelles. Et tout comment je nourris la relation, cet fameux espace relationnel, on en revient tout le temps là. Hein. Mon espace relationnel avec mon supérieur, normalement, il est sur le plan du travail. Mais si je vais courir le marathon avec lui, on ne peut plus être sur ce plan de travail. Ou si je vais boire des verres avec lui, ou si je fais la fête avec lui, dans des grosses soirées comme toutes les entreprises font aujourd'hui, les jeunes entreprises, où il y a des grosses soirées, il y a de l'alcool. Je peux plus avoir ce type de relation-là avec mon boss. Si je danse avec lui et en même temps, c'est lui qui me donne mon salaire. Ouais. C'est là où il y a plein de choses à réinventer. C'est vrai qu'on est très loin du management du début du siècle, quoi, hein, avec le management vertical. On n'a pas le même respect de la hiérarchie. Tout bouge, tout change. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aurait à faire, parce qu'on en est pour l'instant dans le constat qu'il y a un vrai changement de paradigme. Après, moi, c'est vraiment, est-ce que ça me convient ? Est-ce que je suis à l'aise ? Est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis en sécurité ? C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis là. C'est est-ce que je suis à l'aise, que ça me convient, mais est-ce que je suis libre et je me sens en sécurité ? Et moi, ce que je trouve très interpellant dans l'échange qu'on a là, c'est que parfois, sous prétexte de ambiance hyper cool, au travail, on boit des coups, on sort, on va courir ensemble, on va faire au sport d'hiver, etc. Enfin, plein d'activités. On croit que c'est très sympathique, mais il peut justement avoir une atteinte à la liberté de l'autre à cause de cette confusion. Et donc créer un climat relationnel qui est insécurisant. Exactement. Quelle est la solution par rapport à ça ? Soit. Allez, raconte-nous ça, quoi, soit. Je recommence. Mais on va y arriver. Qu'est-ce qui fait que je peux me sentir libre ou qu'est-ce qui fait que je me sens pas libre ? La liberté, c'est la chose la plus fondamentale. Est-ce que je suis libre de ce que je fais ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'impose ou que je m'impose parce que, quand j'étais petit, j'avais besoin d'être aimée, donc j'ai fait des choses qui n'étaient pas vraiment moi. J'ai mis de côté des parts de moi parce qu'elles n'étaient pas les bienvenues. Il y a tout ce modèle aussi dont on est emprunt, qu'on peut reproduire beaucoup dans le monde du travail, parce que s'il y a aussi la notion de hiérarchie, ça nous ramène beaucoup à la notion de parentalité, etc. Voilà, donc plus on est au clair avec soi sur... là, je suis en train d'accepter ça, d'aller prendre un pot le soir parce que je me dis, il faut que je sois intégrée par l'équipe, j'ai envie d'exister aussi au sein du groupe, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie qu'on m'aime, mais je le sens pas trop parce que je préférerais franchement rentrer chez moi, retrouver ma famille. Là, on sent que c'est pas la vraie liberté, il y a quelque chose à travailler. Mais attends, concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Parce que tu ressens ça, tu dis... je sens qu'il faudrait plutôt que j'aille retrouver ma famille ou bien mes amis, tout simplement, et pas prendre ce pot avec ses collègues. T'as vu, je fais de lapsus avec ses amis, donc non, pas avec ses amis, avec ses collègues, justement. Comment on fait pour affirmer sa liberté dès lors que ça fait partie de la culture d'entreprise d'aller boire ce verre ? Et tu as dit un mot qui est très très important, c'est le mot de la culture d'entreprise. Et tu vois, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui dans des études, des formations post-bac qui appellent à ne pas rentrer dans certaines entreprises parce que justement la culture, les valeurs qu'il y a derrière sont des valeurs dans lesquelles ils ne se retrouvent plus. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir, notamment un auquel je pense, qui travaillait dans le monde de la finance, qui gagnait extrêmement bien sa vie, et qui était mal. Voilà. Et tout un travail d'accompagnement a permis de nommer le fait que en fait, les valeurs qui sont défendues derrière ne sont pas du tout les siennes et que c'est impossible pour lui de continuer à travailler là. Il y a beaucoup de burn-out qui viennent de là. Cette question du sens, au service de quoi je suis. Donc tout ça, c'est un peu un détour pour te répondre. Si je suis dans une start-up,
que la culture de la start-up, c'est d'aller faire des trucs ensemble, où effectivement les frontières sont très poreuses entre le personnel et le professionnel. On va louer un Airbnb ensemble à Barcelone pour aller travailler une semaine avec des équipes qui viennent d'Allemagne. Voilà. Si c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, parce qu'au moment de ma vie aujourd'hui, avec mon âge, avec mes aspirations, eh ben, ça correspond à ce que je veux vivre, bah, c'est super. Et ben, si c'est pas le cas, ça peut être que le milieu dans lequel je suis n'est pas celui dans lequel j'ai envie et besoin d'être pour l'instant. Donc, le conseil que tu donnerais, c'est de régulièrement se poser la question, est-ce que je suis bien ? Est-ce que ça m'épanouit ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis à ma place ? Ouais. Okay. Mais j'entends ça. Est-ce que je suis à ma place ? Je suis bien, mais parfois, on peut être extrêmement bien dans ce genre de culture d'entreprise parce que c'est sympa, en fait, et qu'on s'amuse. Mais quand on a un engagement avec quelqu'un, qu'on a construit sa famille avec cette personne, parfois, on peut se sentir très bien, mais notre conjoint peut ne pas être à l'aise avec ça. Peut se dire j'aime pas quand mon mari part faire ses séminaires d'entreprise. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Il va boire des coups avec ses collègues, mais évidemment qu'il y a 9 chances sur 10 qui me trompent à ce moment-là. Moi, je suis la dernière des idiotes à ce niveau-là. Enfin, on le sait très bien que l'infidélité, elle existe. Alors même si mais non, pas dans ma boîte, c'est des conneries tout ça. On sait très bien que, en fait, dès lors qu'on est dans un environnement comme ça où à la fois c'est sympa, il y a de l'alcool, on rigole, etc. Bah forcément, ça désinhibe. Et donc, le pas, il est facile à franchir. Bon, si notre conjoint, il est bien avec ça, on peut dire, bah, t'es bien, tout va bien. Mais si moi, en tant que partenaire de vie, en tant que conjoint, je ne suis pas bien avec la façon dont mon conjoint est dans ses relations de travail, je fais comment ? Mais là, c'est très important ce que tu dis. On revient vraiment sur le couple, pour le coup. Et sur la confiance au sein du couple, comment on a envie de vivre les choses. Tu parlais du développement personnel tout à l'heure. C'est un autre risque de couple qui explose beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ça. Mais quand un des deux se met en route et que l'autre, il reste, il n'a pas envie ou il n'a pas la possibilité de se mettre en route, bah, il peut y avoir des écarts tels qui font que le couple, au bout d'un moment, explose. Ce que tu dis là, c'est très vrai. Mais il y en a un qui est content de partir parce que séminaire, c'est joyeux, c'est festif, c'est corporate, et puis c'est son truc sur le moment. Et l'autre. Donc l'importance de nourrir, de toujours mettre au centre cet espace relationnel, de quoi on a besoin tous les deux dans notre espace relationnel de couple, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, ce dont chacun a besoin. Et si nos besoins divergent à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour quand même garder suffisamment de sécurité au sein du couple pour que pour moi, quand tu pars en séminaire, ce soit pas infernal et que j'arrive même à me réjouir pour toi. Voilà. De quoi j'aurais besoin pour que, quand tu pars en séminaire, je me sente suffisamment en sécurité pour ne pas être mal. Donc là, on travaille sur la notion plus du couple. On n'est plus, y a le côté de clarté individuelle au niveau de la relation. Pour moi, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, etc. Et là, tu amènes la dimension du couple. Et ça, c'est fondamental. Moi, je vois où je suis. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec mon mari, où on est dans des rythmes de vie, parce qu'on a un écart d'âge et tout. Donc lui, il s'apprête à être à la retraite, là, moi, où je m'apprête à exploser dans mon travail. Donc voilà, on remet ça au centre tout le temps. Attention, risque de simplement plus être sur la même longueur d'onde, même si on s'aime très fort. Donc de quoi tu aurais besoin en ce moment ? De quoi moi j'aurais besoin ? Ok, on a des besoins qui divergent. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on ait un espace relationnel suffisamment sécurisant pour qu'il y ait la confiance et pour que, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on sache se le dire « Attends ». Et de la même façon, on peut voir aussi son conjoint, son partenaire de vie, s'épuiser au travail, frôler le burn-out. On voit qu'il est irritable avec nous, qu'il dort mal, qu'il a des pertes parfois de mémoire, etc. On voit qu'il ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait aussi quand on est comme ça, en fait, on est aux premières loges d'une situation qu'on voit dramatique qui se passe au travail. Comment est-ce qu'on peut intervenir là-dessus ? Parce que je vois que c'est quand même une grande difficulté et qui est quand même très commune, mine de rien. Très. Ça, pour le coup, j'ai beaucoup de... beaucoup de mes clients moi, là où j'ai un petit peu de colère, c'est que c'est un problème qui se passe au travail, qui n'a rien à voir avec nous, mais sur qui ça va retomber sur nous, en fait, sur la... Quand je dis sur nous, ça veut dire sur le conjoint, quoi. Parce que merci, tu t'es donné à fond au travail, t'as bossé comme un dingo, mais résultat des courses, t'as plus aucune énergie pour notre couple et notre famille. Tu finis par ne plus savoir te lever de ton lit. Et moi, en tant qu'épouse, ou moi, en tant qu'époux, je dois vivre avec ça pendant 1-2 ans, parfois, le temps de te rétablir. Enfin, c'est énorme. Là aussi, on voit comment un climat relationnel
au travail non ajustée Oui. a des conséquences sur la vie privée. Bien sûr. Et beaucoup. Et beaucoup aujourd'hui, de plus en plus. Moi, j'accompagne des personnes qui sont dans ce cas-là, d'avoir leur conjoint. Tu sais quoi ? Je crois que tant que le conjoint, il n'a pas l'envie ou le besoin que ça change, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. C'est pas parce qu'on va lui dire il faut que tu fasses attention, il faut que tu t'arrêtes, attention, j'existe. C'est très compliqué. J'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est que les gens que j'accompagne qui sont dans ce cas-là, donc les conjoints de personnes en surmenage complet, je les aide beaucoup à prendre soin de leurs propres besoins, à les nommer, enfin à les identifier, à les nommer, à pouvoir les exprimer à leurs conjoints sans être dans le reproche, parce que le conjoint qui est dans ce cas-là de surmenage, il voit qu'il n'y arrive pas. Il est déjà en général dans une mésestime de lui qui est hyper profonde. Si en plus il a les reproches à la maison de son conjoint, alors qu'il l'aime, mais qu'il voit que du coup il le rend malheureux, ça fait beaucoup. Et c'est, en tout cas dans ce que je constate, c'est pas ça qui l'aide à s'en sortir. Et qu'est-ce qui pourrait l'aider ? Comment est-ce qu'on fait ? C'est super. On voit l'autre qui est en train de sombrer à cause de son travail. Enfin, c'est pas à cause de son travail. À cause d'un rapport non ajusté à son travail. Ouais. Comment on fait ? Moi, en tout cas, j'ai pas trop su savoir faire. Tu es très bien placé pour savoir que plus on demande à quelqu'un de changer, moins il le fait. C'est de base, hein, c'est voilà. Ce qui fait qu'on va changer, c'est qu'on en a une grande envie. Surtout quand ça implique des changements importants. Hein. C'est que j'en ai vraiment envie ou c'est que j'ai vraiment intérêt à ce que ça change. S'il n'y a pas ces deux notions-là, je ne sais pas comment on peut faire en sorte que quelqu'un change. Et c'est une vraie question parce que... et là, je pense très fort à une cliente que j'accompagne en ce moment qui est dans cette situation. Et je ne saurais pas te dire qu'est-ce qui fait que la personne... malheureusement, parfois, le corps a la sagesse de lâcher de manière pas trop grave. Moi, c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir dans mon burn-out, c'est qu'un jour, j'ai plus pu me lever parce que ma tête, elle continuait à dire « Mais non, ça va aller. » Je pleurais tout le temps. Mes filles et mon mari me disaient « Mais on ne te reconnaît pas, fais quelque chose. » J'ai eu la chance que mon corps lâche de manière pas grave. C'est juste que j'ai plus pu me lever. Mais voilà, il y en a qui vont devoir avoir des maladies ou se casser quelque chose, ou j'en sais rien. Mais c'est très compliqué de sortir de là. Et je pense que ces personnes-là, si elles peuvent, alors pour le coup, aller voir un thérapeute ou quelqu'un qui les accompagne, là je parle des personnes en surmenage qui ne savent plus comment faire, ça vaut la peine de se faire accompagner, vraiment. Mais là encore, il faut en avoir l'espace. Moi, le jour où j'ai plus pu me lever, j'ai un ami médecin, je lui ai envoyé un texto en disant « Là, je pense que j'ai besoin d'aide. » Et il m'a répondu « Bravo » en majuscule. Ça faisait des mois qu'il me disait « Il faut que tu prennes soin de toi. » Mais j'étais dans un tel... Quand on est dans ces moments-là de surmenage, on est tellement en difficulté que, je sais pas, on a certainement tendu des cordes pour que je sorte du trou et je les voyais pas, quoi. Donc, interroger la qualité de nos relations au travail. Tu dis de mettre vraiment un climat relationnel sécurisant au travail. Comment est-ce qu'on fait très concrètement ? Est-ce que tu aurais 2-3 petites clés ? On ne va pas tout dévoiler, hein, le reste se trouve dans le livre et je vous invite à le lire, mais quelques clés, on fait comment ? Les clés, c'est vraiment... Alors, moi, quand j'interviens, par exemple, je vais toujours commencer par un entretien individuel avec chacun. Qu'est-ce qui se passe dans mon monde ? D'abord, le besoin tellement important aujourd'hui de se sentir entendu et compris dans ce qu'on vit. Et très souvent, je me rends compte que déjà, cette étape-là, elle est extrêmement guérissante. C'est-à-dire que souvent, ce que les gens attendent dans le travail, moi j'entends souvent on n'est pas considéré, ils tiennent pas compte des retours terrain, de toute façon ils s'en fichent de ce qu'on dit. Simplement se sentir entendu, compris dans ce qu'on vit, même si on n'a pas forcément la réponse qu'on souhaite de notre supérieur, c'est déjà très important. Première chose. Deuxième chose, arriver à comprendre quels sont les enjeux de celui qui est en face de moi. Parce qu'il peut m'agacer dans ses demandes. Là, j'ai travaillé la semaine dernière sur des relations interservices, par exemple entre la production et la qualité, service qualité, qui ont chacun des enjeux différents. Donc, ça peut créer des frictions parce qu'ils ne se comprennent pas. C'est ça l'imago, hein. C'est aller à la rencontre de qu'est-ce que c'est le monde de l'autre, qu'est-ce que sont tes objectifs, pourquoi tu me demandes, qu'est-ce qui fait que tu vas être amené à me demander de cocher des cases pour ta qualité, alors que moi, ça me prend du temps sur la prod. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Être curieux de la personne qui est en face, de ses objectifs, de ses contraintes, etc. Et la troisième étape, c'est comment on fait pour travailler ensemble
avec ces différences d'objectifs. Et alors là, c'est vraiment aider les personnes à trouver elles-mêmes, moi j'arrive jamais avec une solution, à trouver elles-mêmes leur propre solution, parce que c'est celle qui sera la bonne et qui sera pérenne. Mais ça veut dire aussi que quand on a une difficulté relationnelle au travail, de bien s'appliquer cette idée que ça regarde, enfin, je veux dire, l'autre est dans son monde, enfin de ne pas prendre tout au niveau affectif, au niveau personnel, parce qu'on nous fait une remarque désobligeante. C'est d'avoir le même état d'esprit que dans la relation de couple ou amicale. Okay. Exactement. Et tu sais, en Imago, c'est ça. Ça t'appartient et ça m'appartient. En Imago, on dit la règle des 90-10. Quand je suis blessée, touchée par une réflexion, une phrase qu'un collègue m'a fait le matin et qui vraiment me met en colère, par exemple, alors que mon collègue à côté, il s'en fiche complètement. On dit que le collègue qui m'a mis en colère comme ça, il est responsable pour 10%. Il est le déclencheur, c'est-à-dire 10%. Il l'a peut-être dit sur un ton désagréable, il l'a peut-être... Voilà. 90%, ça parle de moi et ça parle de mon histoire. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est aussi vrai avec mon mari, qu'avec mon collègue, qu'avec mon boss, qu'avec mes enfants. La personne en face qui me met dans un état comme ça, elle y est que pour 10%. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se battre sa coulpe en disant ça ne va pas, je ne devrais pas réagir comme ça. Non, c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui en moi est blessé et du coup de quoi j'aurais besoin. Et plus on met de la conscience là, plus on se pacifie. C'est ce que je te disais par rapport à cette formation que moi j'ai suivie, où ça m'a pacifiée. Et plus je suis pacifiée à l'intérieur, plus mes relations seront pacifiées. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce truc des 90-10, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a plusieurs petites clés comme ça qu'il y a dans le bouquin, mais qu'il y a dans la théorie Imago, qui nous permet de comprendre comment on fonctionne en relation. Et ça, mettre du soin sur nos 90%, c'est super important. Et on va même plus loin dans Imago. On dit que l'autre, le déclencheur qui nous énerve, c'est un cadeau qu'il nous fait. Parce qu'il va nous permettre d'aller grandir en conscience dans notre propre relation. Et quand on avait fait le stage de couple avec mon mari, notre Carlo Trippi, celui qui est l'animateur, nous avait dit « Nous, on vous invite à mettre un bouquet de fleurs à la maison à chaque fois qu'un conflit éclate entre vous. Parce que vous avez derrière le cadeau de faire grandir votre relation et de grandir chacun. » Et est-ce qu'on mettrait des bouquets de fleurs aussi au travail alors ? On pourrait. On va fleurir. Des capsules de café. Ouais, c'est ça. En se disant que les conflits aussi, dans cette sphère-là, cette sphère professionnelle, sont aussi des cadeaux pour grandir. C'est ça que tu nous annonces aujourd'hui. C'est ça, et c'est toute l'intention de ce bouquin, c'est ça, c'est d'arriver à faire ça. C'est-à-dire de mettre suffisamment de sécurité dans les relations au travail, dans l'espace relationnel d'une équipe, de deux collègues, d'un collaborateur et de son N+1, pour que la communication puisse venir. Si je ne me sens pas en sécurité dans ma relation, je ne vais pas dire les choses. Je vais être en réaction, soit en réaction de colère, et je peux, on connaît des gens qui claquent les portes, qui portent plainte, voilà, ça c'est des réactions de colère, soit en réaction où au contraire je vais m'isoler, donc je vais plus sortir de mon bureau, voilà, mais je suis dans la réactivité. Et si on prend soin de la relation et qu'on met de la sécurité, ça va permettre, c'est ça que ça fait, c'est que ça permet la communication sur ce qui va, comme on disait tout à l'heure, on revient au pouvoir dire aussi ce qui va, je te remercie pour, ça m'a permis ça c'est fondamental. Et puis aussi pouvoir dire sans crainte ce qui est difficile. Et quand je dis ce qui est difficile, ce dont j'aurais besoin pour que ce ne soit moins difficile, et là je vais encore un peu plus loin, c'est qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à mon besoin, et après enfin, et qu'est-ce que toi ou vous pouvez faire pour m'aider. Pour terminer, Marion, s'il y avait une chose que tu avais voulu entendre bien plus tôt et que tu as comprise ces dernières années, ce serait quoi par rapport à justement ces relations au travail et que tu voudrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent? Ces relations tout court, moi je pense vraiment, on en revient là. Juste, j'ajoute aussi on peut aussi se former à la facilitation Imago. Ça fait aussi partie des formations qu'on peut faire. Ce que j'aurais aimé entendre, comprendre, parce que je l'ai peut-être entendu et que je ne l'ai pas compris aussi, c'est possible, c'est que ce qui me blesse ou ce qui me dérange chez l'autre est l'occasion de comprendre ce qui a besoin de grandir en moi. Et c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est une posture. Et c'est une posture qui est valable dans toutes nos relations et qui, pour moi, c'est un levier d'une puissance incroyable. C'est-à-dire que plutôt qu'être dans l'opposition, j'ai raison, l'autre a tort, qu'est-ce que l'autre vient me dire de moi ? Voilà.
Merci Marion. Merci beaucoup, Thérèse. J'espère à bientôt. C'est des choses qui mériteraient d'être approfondies. Merci beaucoup pour ton travail, pour ce que tu fais, pour ce que tu nous offres. Merci pour ce livre et pour tout ce que tu apportes là au monde. C'est trop bien. Heureusement que tu existes. C'est trop chouette. Merci beaucoup Marion. Au revoir. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du love care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast. Venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.